nous allons terminer la physiologie de l'appareil urinaire par l'étude de la miction. Pour cela, on va essayer de détailler les deux mécanismes de la miction, de définir l'incontinence urinaire et donner des exemples. Et enfin, on va essayer de décrire le cycle mictionnel. Donc, la miction est la vidange vésicale permettant l'évacuation de l'urine vers l'extérieur. C'est un acte qui est volontaire et involontaire. Donc, il y a la combinaison des deux actes. Alors, une miction normale chez un adulte doit répondre à certains critères. La première des choses, cette personne doit retenir et contrôler ses urines facilement. C'est-à-dire, il peut contrôler volontairement l'émission des urines. Également, cette émission doit être facile et confortable, sans douleur, sans gêne. Lorsqu'il y a une gêne à l'émission, on parle de dysurie. Donc la dysurie, c'est la gêne à l'émission des urines, ou bien la gêne mictionnelle. Alors également, la miction doit être indolore, donc sans douleur, et rapide. Donc la vitesse de cette émission doit, ou bien, pour terminer l'émission dans un délai qui ne doit pas dépasser 1 minute. Alors également, la fréquence ne doit pas dépasser 6 fois par jour. Et la nuit, la personne ne doit pas aller plus de 2 fois aux toilettes. Également, le volume émis ne doit pas dépasser 300 ml pour chaque miction. Donc, ce sont les paramètres ou bien les critères d'une miction normale chez l'adulte. On passe aux caractéristiques des éléments évacuateurs. Donc, les éléments évacuateurs sont représentés par les urétères, la vessie et l'urètre. Les urétères sont des conduits qui véhiculent l'urine des bassinets jusqu'à la vessie grâce au péristaltisme. Alors, la vessie est un réservoir d'une paroi épaisse constituée des fibres musculaires lisses, c'est-à-dire sont innervées de façon involontaire, automatique. Donc, elle est richement innervée par le système parasympathique, qui est un composé du système nerveux végétatif, dont la stimulation cause sa contraction. Donc, une fois stimulée, la vessie est contractée. Alors, dans la phase de remplissage, la vessie, ou bien le muscle vésical, appelé encore le détrusor, est relâché. Durant le remplissage vésical, le muscle vésical, ou bien la vessie, est relâché. Alors, durant la contraction, ce muscle est stimulé. Alors, la capacité normale de la vessie sans intervention de la volonté, c'est-à-dire sans contrôle, peut aller jusqu'à 400 ml. Donc, la personne peut retenir 400 ml de façon involontaire. Alors, volontairement, c'est-à-dire par l'intervention de la volonté, c'est-à-dire sous contrôle, une personne ou bien un sujet adulte peut retenir 800 ml pour aller aux toilettes. Alors, la capacité maximale supportée est d'environ 2 litres. Donc, une personne adulte ou bien un adulte peut garder et peut retenir d'environ 2 litres d'urine. Voilà, dans sa vessie, bien sûr. Alors, le troisième élément, c'est l'urètre. C'est un conduit qui achemine l'urine vers l'extérieur, puisque l'urine est fabriquée d'une manière continue par les reins. Alors, il est
il est stocké dans la vessie pour être évacué de façon discontinue à l'aide d'une stimulation, à l'aide des contractions vésicales précises. Voilà. Passons aux acteurs de la miction. On va voir les principaux facteurs qui interviennent dans l'acte mictionnel. Donc, il y a les tensorécepteurs, il y a le centre réflexe végétatif, l'innervation motrice, c'est-à-dire les voies motrices efférentes. Il y a également les sphincters et le diaphragme pelvien. En ce qui concerne les tensorécepteurs, ce sont des récepteurs membranaires de la paroi vésicale, bien sûr, et qui sont sensibles à l'étilement. Ils présentent un seuil de détection qui est aux alentours de 400 ml. Concernant le centre réflexe, ce centre est de localisation lombosacrée. Il reçoit des afférences à partir des tensorécepteurs vésicales, bien sûr. Alors, il existe des centres supérieurs au niveau du cortex et protubérantiel qui permet là le contrôle de l'acte mictionnel. Alors, en ce qui concerne les efférences, c'est-à-dire les voies efférentes, les voies motrices, sont soit des voies végétatives, qui fait partie du système nerveux parasympathique. Donc, c'est pour ça qu'elles sont dites involontaires et qui innervent le sphincter urétral interne. Donc, ils vont innerver ce sphincter. Alors, il y a une sorte d'innervation somatique à l'aide des motoneurones qui sont responsables d'une innervation volontaire dédiée au sphincter urétral externe. Il y a, comme on a dit, il y a également les sphincters urétraux, le sphincter interne et le sphincter externe. Le premier est fait d'un muscle lisse. C'est pour ça qu'il est sous contrôle involontaire et il est contracté lorsque la vessie est relâchée, ce qui permet quoi? Ce qui permet là le remplissage de la vessie et permet d'empêcher de lutter contre l'échappement des urines lors du remplissage. Alors, le sphincter externe est un muscle strié, il est sous contrôle volontaire et il est stimulé, c'est-à-dire il est contracté en permanence et son activité est renforcée par le diaphragme pelvien, qui est un muscle strié en liaison avec le sphincter externe. Donc, on a cité grosso modo les principaux acteurs qui interviennent dans l'acte mictionnel. Donc, voyons ici ce schéma représentatif des différents acteurs qui interviennent dans l'acte de miction. Premièrement, il y a les éléments évacuateurs. Donc, vous voyez ici les urétères, il y a la vessie et l'urètre. Ce sont les éléments évacuateurs de l'urine, bien sûr. Donc, les urétères, la vessie et l'urètre. Il y a également, parmi les éléments, les premiers éléments de l'acte mictionnel, ce sont les tensorécepteurs. Ce sont des récepteurs membranaires qui détectent ou bien qui sont sensibles à l'étirement. Donc, une fois étiré, la vessie, ces récepteurs détectent cet étirement et sont responsables de la genèse d'un potentiel d'action et donc d'un influx sensitif. Voilà, un influx sensitif parasympathique qui est acheminé jusqu'au centre lombosacré, système nerveux végétatif. Alors, il y a le centre les centres lombosacrés qui se trouvent à cet endroit, et il y a même des centres supérieurs au niveau du cortex, au niveau de la protubérance,
qui permet là le contrôle de l'acte mictionnel. Ils sont responsables de l'acte volontaire. Alors, pour le réflexe de miction, il y a l'intervention uniquement des centres lombosacrés. Il y a par la suite c'est-à-dire les voies motrices, appelées les efférences, qui sont également soit des fibres parasympathiques involontaires qui stimulent la contraction vésicale, ou bien fait partie des fibres somatiques du nerf pudendal qui innervent le sphincter externe, voilà ici, et même le diaphragme pelvien, ce qui permet le contrôle volontaire de l'émission des urines. Passons maintenant au mécanisme de la miction. On va décrire les deux mécanismes, c'est-à-dire, on va commencer par la description du réflexe de miction et ensuite, on va décrire le contrôle volontaire de la miction. En ce qui concerne le réflexe de miction, ça commence au niveau de la vessie. Donc, il y a des tensorécepteurs membranaires qui détectent l'étirement vésical, donc un volume seuil aux alentours de 400 ml. Ces tensorécepteurs sont stimulés. Donc, il y a genèse d'un potentiel d'action. Et cet influx nerveux sensitif est transmis jusqu'au centre végétatif lombosacré, où il y a l'interprétation, et ensuite il y a un influx moteur qui conduit par toujours le système nerveux parasympathique, ce qui va stimuler la vessie, ou bien le détrusor, ce qui va produire sa contraction, et inhiber en même temps le tonus du sphincter interne pour qu'il soit relâché, ce sphincter, également qui conduit au relâchement du sphincter externe, ce qui va produire là, c'est-à-dire l'émission des urines de façon réflexe. Donc, ce réflexe de miction est responsable de la vidange de la vessie durant la première enfance, c'est-à-dire chez le nourrisson, jusqu'à l'âge de 18 mois, même jusqu'à 2 ans, il n'y a plus de contrôle volontaire de l'acte mictionnel. Il y a uniquement ce réflexe, donc le déclenchement de l'émission des urines, bien de la miction, se fait de façon automatique. On passe au deuxième élément, c'est le contrôle volontaire de la miction. Donc, ce contrôle volontaire permet de choisir le moment de la miction et d'éviter l'évacuation automatique. Donc, c'est l'intérêt de cet élément de contrôle. Alors, ce mécanisme s'effectue grâce au sphincter externe et au diaphragme pelvien, qui sont des muscles striés contrôlés volontairement. Il est médié par des influx excitateurs venus du cortex cérébral qui l'emportent sur les influx inhibiteurs venus des tensorécepteurs. Et on peut dire que les PPSE, c'est-à-dire la somme des potentiels postsynaptiques excitateurs qui viennent du cortex cérébral, sont supérieurs au potentiel ou bien la somme des potentiels postsynaptiques inhibiteurs qui viennent des tensorécepteurs ou bien qui viennent des centres lombosacrés, voilà, d'origine parasympathique. On va voir ça sur le schéma représentatif. Donc, il y a toujours cette détection du seuil, c'est-à-dire
le seuil de détection, c'est aux alentours de 400 millilitres. Il y a stimulation des tensorécepteurs, genèse d'un potentiel d'action, donc qui est à l'origine d'un réflexe, bien d'un acte réflexe médié par les influx parasympathiques. Donc, il va y avoir la genèse des potentiels, ou bien la sommation des potentiels postsynaptiques inhibiteurs, donc qui stimulent qui stimulent la contraction du détrusor et inhibent, c'est pour ça qu'on a dit que ce sont des potentiels inhibiteurs, donc qui inhibent la contraction, bien le tonus du sphincter interne et le tonus du sphincter externe. Alors, par l'intervention, ou bien suite à l'intervention des centres supérieurs, le cortex cérébral en particulier, il y a quoi? Il y a la genèse des potentiels postsynaptiques excitateurs. Alors, la somme de ces potentiels excitateurs est supérieure à celle des potentiels inhibiteurs d'origine parasympathique. Donc, ces potentiels excitateurs vont renforcer, ou bien sont à l'origine du renforcement de la contraction du muscle strié, qui est le sphincter externe, et même l'action du diaphragme pelvien, ce qui lutte contre l'émission réflexe et involontaire des urines. Alors, la miction ne peut pas être différée indéfiniment, bien sûr. Donc, c'est-à-dire à un moment donné, les PPSE bien la somme des PPSI devient supérieure à la somme des PPSE, par augmentation du volume vésical, par augmentation du nombre de tensorécepteurs recrutés. Donc, une fois ce potentiel inhibiteur généré par les tensorécepteurs vésicaux est supérieur au PPSE, à la somme des potentiels postsynaptiques excitateurs, le sphincter externe se relâche, donc les potentiels inhibiteurs mènent devant les potentiels excitateurs, ce qui entraîne le relâchement et l'ouverture du sphincter externe, et donc la miction se produit de façon incontrôlable. Alors la miction peut être déclenchée ou bien interrompue en dehors du volume vésical, bien sûr par relâchement ou contraction volontaire du sphincter externe et du diaphragme pelvien. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un volume bien décrit pour aller aux toilettes. Donc, la personne, dans les conditions normales, peut aller aux toilettes à n'importe quel moment et peut déclencher ou bien même retenir ses urines de façon contrôlable, de façon volontaire. Voilà. Chez le nourrisson, il n'existe pas de contrôle volontaire de la miction, comme on a dit, jusqu'à l'âge de 18 mois. Par conséquent, le réflexe de miction se produit et l'enfant donc urine spontanément. Donc, c'est ce qu'on a décrit précédemment. On doit parler de l'incontinence. C'est quoi cette notion? L'incontinence urinaire, c'est l'incapacité ou bien l'incapacité de maîtriser la miction. C'est-à-dire, la personne devient incapable de retenir ses urines et de choisir le moment d'aller aux toilettes, par exemple. Et donc, la miction se déroule de façon automatique et incontrôlable. Cette incontinence se voit chez le nourrisson de façon physiologique, bien sûr par immaturité nerveuse. Alors, elle peut se voir également chez la femme multipare, donc la femme qui accouche plusieurs fois. Ça va fragiliser les muscles pelviens
en particulier le diaphragme pelvien et même le sphincter externe, donc ce qui permet l'échappement des urines de façon incontrôlable et involontaire. Chez le diabétique également, il y a le problème de neuropathie périphérique, donc une atteinte nerveuse qui se voit au fur et à mesure de la progression de la maladie. Donc, et ça touche donc, tous les organes périphériques, en particulier donc l'appareil urinaire et la vessie, donc, ce qui permet l'échappement de façon involontaire également des urines. Également, en cas de perte de connaissance, ou bien en cas d'un traumatisme médulaire, au niveau de la taille en particulier, donc dans ces deux cas, il y a l'absence d'intervention des centres supérieurs. Donc, il n'y a plus de relation entre les centres végétatifs lombosacrés et les centres, par exemple, et le cortex ou bien la protubérance. Également, en cas d'un défaut de relâchement vésical de cause émotionnelle. Donc, dans ce cas-là, la vessie est incapable de se remplir complètement. Donc, il y a des contractions permanentes qui permettent une évacuation plus ou moins fréquente de façon incontrôlable également. C'est à cause émotionnelle. Lors des stress, par exemple, important, ça va produire ce mécanisme, ce problème. Pardon. Donc, on va voir sous forme d'illustration les deux mécanismes responsables de la miction. Donc, la première des choses, l'acte ou bien le réflexe de miction. Donc, premièrement, le remplissage de la vessie à un certain niveau va aboutir aux stimulations des récepteurs à l'étirement, c'est-à-dire les tensorécepteurs, qui vont stimuler à leur tour les nerfs parasympathiques. Donc, il y a une conduction parasympathique afférente et efférente à l'origine de la contraction vésicale, la contraction des détruiseurs, qui est un muscle lisse, et donc ouverture mécanique du sphincter interne. L'inhibition du tonus du sphincter interne, ce qui permet de favoriser l'élimination des urines. Mais il reste encore quoi? L'ouverture, ça nécessite l'ouverture du sphincter externe. On va voir comment ça se fait. Donc, les tensorécepteurs ou bien les influx parasympathiques inhibent en même temps, donc ils stimulent la contraction vésicale, mais inhibent en même temps les motoneurones destinés au sphincter externe, c'est-à-dire inhibent la partie motrice ou bien les fibres motrices, par exemple du nerf pudendal, qui est responsable de l'innervation motrice du sphincter externe du diaphragme pelvien, ce qui inhibe quoi? Ce qui inhibe le tonus du sphincter externe et donc ce qui permet l'évacuation des urines et donc ce qui permet la miction. Voilà comment ça se fait, l'acte réflexe. Alors, par l'intervention, bien suite à l'intervention des centres supérieurs, donc il y a des influx venus du cortex cérébral qui viennent quoi? Ou bien qui stimulent les motoneurones destinés au sphincter externe, c'est-à-dire qui stimulent les fibres motrices du nerf pudendal et donc qui renforcent la contraction du sphincter externe. Donc le sphincter externe reste contracté, reste fermé, ce qui empêche la miction. Voilà le contrôle volontaire de la miction. On va terminer par le cycle mictionnel. La première étape de ce cycle est l'étape de remplissage.
Donc, dans cette étape, le diffuseur, ou bien la vessie, elle est comment? Elle est relâchée pour permettre le, le remplissage, le remplissage vésical. Également, le sphincter interne est comment? Est contracté à ce moment. Deuxièmement, on peut dire que pour une capacité vésicale remplie à environ 40%, il y a, ou bien la personne sent va sentir ce remplissage. C'est-à-dire il y a des sensations de remplissage qui apparaissent à cette valeur de remplissage. Alors, donc ici, la personne peut aller aux toilettes, donc bien sûr. Alors, pour une capacité vésicale remplie à 60%, il y a ce qu'on appelle l'apparition d'un besoin de miction. Donc, la personne, ici, à ce niveau de remplissage, la personne veut aller aux toilettes. Donc, il sent ce besoin de miction, bien d'aller aux toilettes pour vider sa vessie, bien sûr. Alors, si la personne ne part pas aux toilettes, ou bien ne vide pas sa vessie, le remplissage continue et donc on va arriver à un sentiment impérieux. On parle d'un besoin impérieux d'aller aux toilettes. Ça se voit pour une capacité remplie ou bien pour un volume vésical de 90% du volume total. C'est-à-dire une capacité remplie à 90%. Donc le besoin impérieux est défini par un ordre impérieux. Donc, la personne doit aller obligatoirement, bien, est obligée d'aller aux toilettes avec bien sûr apparition des douleurs hypogastriques, d'une sensation gênante, etc. Donc sinon, si la personne ne part pas aux toilettes, la vessie continue à se remplir et donc dans ce cas-là, le déclenchement de la miction sera automatique. Donc, la personne va perdre contrôle de sa miction. Voilà en ce qui concerne le cycle mictionnel et je vous remercie.